Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va voir une petite étape supplémentaire pour utiliser le scan 3D avec de la photogrammétrie pour s'aider en fait avec des trucs qu'on peut trouver dans la nature ou en ville, peu importe où, pour sculpter des choses qu'on ne saurait pas spécialement sculpter sur un logiciel de sculpture 3D. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où je réparais, entre guillemets, une pièce manquante sur une figurine. Je vais essayer de vous mettre le lien quelque part par là pour que vous puissiez la voir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de ce même principe-là, sachant que là, le but, ce n'est pas de réparer un objet, mais d'en créer un de toute pièce, en fait, tout simplement. Histoire d'illustrer un petit peu mieux mes propos, je vais vous présenter un espèce de petit exercice que vous pouvez d'ailleurs faire chez vous, pour arriver à débloquer cette démarche de réflexion et de fabrication pour des décors miniatures essentiellement. Donc là, ici, on va utiliser ça pour du wargame, bien évidemment, parce que vous me connaissez. Mais c'est valable pour plein de choses, hein, pour des crèches, pour du diorama, puis même pour des objets du quotidien, j'allais dire. Si vous voulez faire une sous-tasse qui ressemble à un tronc d'arbre, c'est possible. Bref, on va donc prendre un petit exercice très simple, mais pour ça vous aurez besoin de quelques trucs. Donc je vais les lister, on va les noter par là. Le premier truc dont vous aurez besoin pour faire ça, c'est un smartphone ou un photophone. En gros, on a un téléphone qui fait des photos et qui est sous Android. Je crois que ça marche avec les iPhones, il me semble que oui. Et j'aurais tendance à dire en plus que ça marche même mieux avec les iPhones parce qu'ils ont des capteurs vidéo qui sont juste complètement dingues. Je ne vais pas aller plus loin, il y a trop de soleil. Donc en gros, il vous faut un smartphone et plus la qualité des objectifs de votre appareil photo est cool et plus votre scan sera cool. Le scan 3D qu'on va faire en photogrammétrie, voilà, plus votre téléphone aura un bon objectif et mieux ça rendra. Donc ça c'est la première chose, avoir un smartphone. Typiquement le truc avec lequel je suis en train d'enregistrer là, c'est je sais plus ce que c'est, enfin bref, c'est un smartphone avec une caméra quoi. Deuxième truc dont vous aurez besoin ici, c'est donc un logiciel de photogrammétrie. Alors sachez qu'il en existe vraiment plein. Moi celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je l'ai essayé, je l'ai acheté et il m'a convaincu. C'est Qlone que vous pouvez télécharger sur le marketplace d'Android ou de iPhone, je suppose. Alors je crois que le téléchargement est gratos, mais ensuite pour exporter les fichiers, il me semble qu'il faut payer. Mais c'est un logiciel qui coûte 15 ou 20 balles. Vous allez me dire, bon, ouais, 15-20 balles, ok. Mais en fait, c'est pas très cher au vu de tout ce qu'on peut faire avec. Vraiment, je trouve que c'est même très très honnête. Et surtout, je pense qu'à terme, il va passer avec abonnement. Comme tout ce qu'il y a aujourd'hui, donc il vaut peut-être mieux acheter une licence à vie aujourd'hui à 20 balles que de devoir s'abonner plus tard. Quitte à être bloqué dans les mises à jour, mais voilà, je pense que ça vaut le coup. Donc numéro 1, le smartphone. Numéro 2, un logiciel de photogrammétrie, ici ce sera Qlone. Numéro 3, un projet, une idée, un truc que vous avez envie de faire. Là, dans cette vidéo, on va prendre un simple caillou. Donc, je vais en ramasser un là. Il y en a sur le chemin. Hop, on va prendre un caillou comme ça. Ce caillou, ça va être la base de notre travail pour réaliser une colline pour les wargames. Donc je vais avoir besoin d'un côté vraiment bien plat. Évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est un peu débile ton truc, prends un bout de polystyrène, coupe-le, tu le peins et c'est réglé. Évidemment, évidemment que ce serait 10 fois plus simple de faire comme ça. Là, moi, ce que je veux, c'est juste vous aider à comprendre qu'il y a d'autres méthodes à faire. Ça ne veut pas dire que c'est la plus intelligente. Ça veut juste dire que c'est un outil supplémentaire dans votre boîte à outils de miniaturiste et que ça peut peut-être vous donner des idées. C'est aussi simple que ça. Donc évidemment qu'il y a plus simple pour faire des collines, on est d'accord. Donc troisième truc, un objet. Ici un caillou, ça marche aussi très bien avec une brindille, une branche, une pomme de pin, n'importe quoi que vous pouvez trouver dehors en fait. C'est aussi simple que ça. Vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, il faut que j'essaie avec une pomme de pin, c'est pas con ça. Il y a peut-être un truc à faire. Bref, trouvez un objet et une idée de ce que vous voulez faire. Dans cette vidéo, on va donc partir là-dessus. On va faire une colline avec. Et une fois que vous avez ça, vous aurez juste besoin de votre ordinateur, évidemment d'une imprimante 3D, votre ordinateur avec 3D Builder
et d'une imprimante 3D qui imprime de préférence en FDM parce qu'on va faire un objet assez gros et qui n'a pas besoin d'une définition dingue. Donc en gros, voilà, c'est les 4 objets. Numéro 1, smartphone. Numéro 2, Culone. Numéro 3, un objet à scanner. Pas trop complexe de préférence en termes de définition, etc. Donc simple, vous voyez, un caillou. Numéro 4, votre PC. Numéro 5, l'imprimante 3D. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en même temps que je vous parle, je vous montre comment on réalise le scan. Donc je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment très simple. Le principe, c'est d'imprimer par contre sur du papier ce quadrillage de Culone, qui va être un repère visuel pour le logiciel pour déterminer toutes les tailles des différentes pièces qu'il va scanner, enfin qu'il va photographier. Vous posez votre objet au centre, vous allez faire le tour de l'objet. Il va prendre des photos sous tous les angles, donc mettez-vous de préférence dans une zone assez éclairée, pas créer trop d'ombrage, et voilà, vous prenez en photo votre objet. Ensuite, cet objet-là, vous allez pouvoir vous l'envoyer directement par mail. Souvent, il fait quelques mégas, ça dépend de la définition, etc. quoi. Vous allez vous l'envoyer par mail, et ensuite, on va ouvrir ce fichier avec 3D Builder. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur 3D Builder pour voir ce qu'on peut faire avec ce caillou. Alors nous voilà sur 3D Builder, je me suis donc envoyé le fichier 3D du caillou que je viens de scanner. On peut voir qu'il y a plein d'artefacts qui vont poser problème. Mais en fait, pour réaliser une colline, ça va vraiment pas être un souci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va... alors, il est possible, au moment de votre scan, que vous ayez ce qu'on appelle des trous dans l'objet. Vous pouvez le réparer sans aucun problème avec 3D Builder. Il y a un petit icône qui va s'afficher en bas à droite qui vous permettra de le réparer en un clic. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la taille de l'objet. Donc, on va faire relativement simple. On constate qu'il fait 140 mm, donc 14 cm en longueur, par 7 cm par 8 cm en largeur. La hauteur, pour le moment, elle n'a pas trop d'importance, puisque de toute manière, on va le découper pour en faire une colline. Souvent, au moment du scan, on constate qu'on a perdu grandement en résolution, mais c'est parfait parce qu'on a une forme un peu organique, pas avec des angles violents. Mais comme vous pouvez le voir ici, ça penche. Ça va dépendre ensuite de votre imprimante 3D FDM. Est-ce qu'elle va gérer ses porte-à-faux ou pas? Là, moi, je vois rien de très violent que mes imprimantes ne sauraient pas gérer. Et c'est plutôt sympa le côté retour intérieur pour la colline. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà le redimensionner. Donc on va s'amuser un petit peu avec l'objet, parce que destiné au wargame, le but est de faire en sorte qu'il y ait une zone plate dessus pour qu'on puisse poser un socle de figurines, ou des socles de figurines. Là, en l'occurrence, moi je suis un gros joueur de Kings of War et de Bolt Action, et puis c'est bien d'avoir des collines pratiques sur lesquelles les figurines tiennent sans aucun problème. Donc on va s'amuser un petit peu avec l'objet, on va essayer de l'étirer déjà un petit peu, parce que pour que au moins une unité tienne dessus, il faudrait un socle, il faudrait une zone plate qui fasse à peu près 10 cm. À peu près 10 cm, donc on va se mettre à 100. Allez, on va se mettre à 140. Voilà, on va dire que là on est pas mal. Et du coup, on a un carré à peu près, puisque, en tout cas, en termes de place que ça prend sur la table, on a à peu près un carré de 144 mm de côté. Ce qui est plutôt cool. Par contre, en étirant l'objet, on a créé des porte-à-faux beaucoup plus violents ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'objet, on va le fractionner, et on va retirer un peu de partie basse à l'objet pour qu'il n'y ait pas trop de porte-à-faux. Tout simplement, pour qu'il soit moins violent, moins abrupt. Vous voyez, ça c'est tolérable. Ouais, c'est tolérable. Puis de toute manière, on va le redécouper ensuite. Donc je vais cliquer sur fractionner. Là, on constate donc qu'il y a des erreurs de mèche, c'est régulier avec ça, mais on va continuer de traiter un petit peu l'objet. Non, on le fera après. Non, on le fera pas après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper donc la partie haute. Donc là, on va conserver le bas. Et on va dire que ça, c'est pas mal en termes d'épaisseur. De toute façon, on va tricher ensuite. Donc, encore une fois, on fractionne l'objet. Dans l'absolu, si on veut moins de porte-à-faux, ce qu'on pourrait faire, pour tricher un peu,
que là, la zone qui m'inquiète, c'est ici. Vous voyez, sur la partie gauche, on a quand même une porte-à-faux qui est assez violente. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner l'objet, tout simplement. Parce qu'on constate qu'il y a moins de porte-à-faux sur la partie haute. Hop, donc on va le retourner. Et là, ça me semble déjà un petit peu plus cool. Ouais, ça me semble un petit peu plus cool. Donc on va positionner l'objet à plat sur la table. En termes de hauteur, on est à 3 cm, ce qui est quand même pas très grand pour représenter une colline. 28 mm. Donc on pourrait monter à aller, on va dire que ça fasse au moins la hauteur d'une figurine. Donc on va faire à peu près 40 mm. Voilà, ça va faire trop gros. Allez, on va se mettre... pour le moment, on va se mettre à 40, puisqu'ensuite, on va le retoucher. Donc, on repositionne l'objet bien à plat. Là, on a une zone plate qui est quand même vraiment intéressante pour poser des socles de figurines, tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant, donc c'est la chose dont je vous parlais en bas à droite. On va cliquer sur « Réparer l'objet ». Donc là, en fonction de la puissance de votre ordinateur, comme toujours, il est en train de combler les trous qui ont pu apparaître au moment où on a modifié l'objet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer d'améliorer un petit peu ses côtés, parce que là, c'est cool. En impression FDM, ça rendrait très bien, surtout si ensuite on s'applique à faire des brossages de différents gris ou de beige en fonction de la teinte qu'on veut donner à la roche. Vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, il faudrait une pente pour que les figurines montent. Dans mon cas à moi, dans le cas du jeu de figurines, je veux pas de pente. Ce que je veux, c'est vraiment une zone plate sur laquelle on peut représenter facilement le fait qu'il soit surélevé, tout simplement. J'ai pas besoin de pente, c'est pas un diorama que je suis en train de faire, c'est un objet de jeu et de jeu de figurines. Et du coup, cette hauteur me convient très très bien. Donc on pourrait, mais là je vais même pas le faire, on pourrait rajouter sans aucun problème de la texture en fait. Vraiment rentrer beaucoup plus dans le détail de la roche, casser certains angles, parce que la roche parfois c'est pointu, c'est tranchant. On pourrait rajouter beaucoup de détails. Ici je vais pas le faire, mon but c'était vraiment de vous montrer comment avec juste 2 outils, à savoir Culone et 3D Builder et un caillou que vous trouvez dehors, vous pouvez fabriquer une colline très très facilement. Cette colline, elle fait donc à peu près 14 cm de côté pour 4 cm de haut. Je vais la réduire un petit peu finalement. Je vais aller sur 35. C'est con, mais ça réduira aussi un petit peu le temps de print. Et puis 35 mm de hauteur, ça suffit largement pour démontrer que l'unité est surélevée par rapport aux autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer l'objet. Et puis on va passer sur Cura pour lancer un print sur une imprimante à dépôt de filament. Donc là, nous voilà sur Cura. Vous constatez que là, je vais l'imprimer sur la Genius de chez Artillery. C'est juste que j'ai cette imprimante-là actuellement qui ne tourne pas, mais sinon, je l'aurais fait probablement sur une autre imprimante. Et puis, voilà, on a notre objet qui est placé. On constate qu'il n'y a vraiment pas de problème majeur de porte-à-faux, qui sont surlignés en rouge dans le cas de Cura. Ça, franchement, c'est largement supportable. On va faire une densité de remplissage volontairement très très faible, histoire de réduire la quantité de matière, parce que là on a un objet relativement gros, et surtout de réduire aussi son poids, et surtout la longueur du print. Donc c'est simplement sur la densité de remplissage ici qu'on va jouer. On va tester avec 5% de densité de remplissage, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en subdivision cubique. Subdivision cubique, c'est donc des cubes placés en plus de manière pas logique, et surtout de tailles différentes. Il y a des gros cubes pour les endroits où il y a beaucoup de place et des petits cubes le long des parois. Donc on va cliquer sur Slice. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même jeter un œil à l'intérieur de l'objet pour vérifier quand même qu'il y a suffisamment de densité de remplissage. Donc vous voyez les cubes qui sont donc inclinés de manière quasiment pyramidale à l'intérieur. Et 5% de densité de remplissage, ça me semble pas mal. Ça me semble suffisant pour que l'objet soit solide, pas trop lourd, et qu'on ait donc une durée de print qui soit pas démesurée tout simplement. Si on voulait augmenter un petit peu la solidité globale, on constate ici, dans Cura, que j'ai Wall Line Count 3. Donc en fait, il y a 3 lignes qui représentent l'épaisseur d'un mur. Donc vu que je vais imprimer en 0.2, hop,
Vous voyez 1, 2 et 3. La zone extérieure, la ligne extérieure ne compte jamais dans le wall line count. Si je voulais augmenter un petit peu la solidité du tout, je pourrais augmenter l'épaisseur, la quantité de parois, la quantité de murs. On pourrait passer à 4 ou à 5. Là, moi, je connais pas mal mes imprimantes, donc je sais que ça va marcher. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est les supports. Surtout pour la zone plate de la partie haute. On va prendre un exemple ici très concret. Là, c'est donc la densité de remplissage à l'intérieur. Ici, on a donc une zone de porte-à-faux pour le moment où va être imprimé l'étage, enfin le plafond, qui est vraiment très importante. Donc je risque d'avoir un gros phénomène d'effondrement ici, juste là, aux endroits où mon filament n'est pas supporté. Et du coup, je vais avoir un ensemble de la colline, sur toute la partie haute, qui sera clairement pas plat. Alors là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment quelque chose de parfaitement plat, qui n'aura aucune aspérité, il va falloir augmenter la densité de remplissage. En la passant par exemple à 15%, on refait donc un slice. Donc là, on était à 5 heures de print avec 5% de densité de remplissage. Donc en la passant à 15%, on constate qu'on a des cubes qui sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus, en termes de quantité, beaucoup plus répandus, et que donc on aura des porte-à-faux qui ne seront pas trop dingos. Donc on aura une solidité bonne, et du coup on aura une zone plate qui sera a priori bien meilleure. Cela dit, si vous voulez justement réaliser quelque chose qui n'est pas parfaitement plat, pour réaliser de la terre, le haut d'une colline par exemple qui n'est pas nickel, en revenant sur les 5% de densité de remplissage, vous allez justement profiter du phénomène d'effondrement de la matière entre les cubes, qui va créer du coup une zone vraiment légèrement ondulée un petit peu de partout. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Là, moi, je vais donc rester sur le 15%. Je vais sauvegarder ça sur la carte SD de mon imprimante. On va lancer le print. Je ne vais pas faire de timelapse sur ce print, mais partez du principe que ça va s'imprimer sans aucun problème, et je vous montre l'objet à la fin. Donc on a environ 5 heures de print sur cet objet, qui se décolle plutôt bien. Et voilà à quoi il ressemble. On va aller voir ça un petit peu dans de meilleures conditions. C'était pour vous montrer le décollement du plateau. J'ai mis un brim, parce que sur les build plates comme ça, je préfère être sûr que ça tienne. Et puis voilà. Bon, histoire de vous montrer quand même l'objet final, parce que vous avez vu, je vous le mets en accéléré comment j'ai fait ça, mais en gros, on a une petite colline, colline, ça ressemble pas vraiment à une colline, parce qu'en vrai une colline c'est pas ça, mais pour le wargame ce sera parfait, avec vraiment une zone plate, qui va permettre de poser très facilement des régiments en fait, et des figurines sur la hauteur sans qu'elles se cassent la gueule. Vous savez, les pentes c'est toujours galère pour les socles de figurines. Elle va tolérer un socle régimentaire qui peut aller jusqu'à 14 cm de large, et du coup c'est relativement pratique. Bon, ceci dit, c'est pas très réaliste, on est d'accord, mais il n'empêche que sur un terrain de jeu ce sera joli. Donc voilà une idée parmi les autres pour utiliser la photogrammétrie dans le but de s'éviter à avoir besoin de compétences en sculpture organique, ou s'aider aussi à gagner un petit peu d'inspiration parfois en s'aidant des objets qu'on trouve à droite et à gauche. Donc ça c'était c'était histoire de vous montrer un petit peu l'objet. On va passer à la conclusion de tout ça. Et je clôture sur un dernier petit truc, un point important que je voulais vous partager qui a un peu à voir avec la photogrammétrie et le scan 3D. C'est un projet qui est proposé par My Mini Factory. C'est un projet qui n'est pas à but lucratif du tout et qui s'appelle Scan the World. Donc le concept, c'est de manière parfaitement participative et encore une fois gratuite, quand vous allez dans des musées ou même dans des lieux qui ne sont pas des musées mais où il y a des vestiges quelconques, que ce soit une statue, que ce soit un rocher particulier qui est connu dans une région, un objet de la vie quotidienne, bref, quelque chose qui est une espèce de mémoire du passé de l'humanité globale,
et ben vous pouvez le scanner, prendre soin de le scanner et ensuite uploader ça sur MyMiniFactory dans la section Scan the World, et ça va répertorier en fait l'intégralité des vestiges qu'on a du passé. Tout ça téléchargeable gratuitement, donc le but c'est vraiment quelque chose de gratuit. Et c'est le but derrière tout ça, évidemment, il y a ce côté, on pourrait se dire, ouais, mais il y a l'aspect, propriété intellectuelle déjà, etc. Bon, il faut savoir qu'au bout d'un certain nombre d'années, je crois que c'est 100 ans, mais je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, au bout d'un certain nombre d'années, il n'y a plus de propriété intellectuelle, ça passe en bien commun, entre guillemets. Je vous dis, je ne suis pas sûr des termes et je ne suis pas sûr de la durée, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, forcément, des statues très très anciennes, il n'y a plus d'histoire de propriété intellectuelle, c'est un objet culturel qui appartient entre guillemets à tout le monde. Et du coup, on peut le scanner sans problème, on peut même le reproduire sans problème. Je trouve le concept plutôt cool parce que cette nouvelle technologie nous permet de sauvegarder comme ça des vestiges du passé, encore une fois, j'insiste sur ce point, de les sauvegarder de manière multimédia. C'est quelque chose qui était déjà existant en fait depuis très longtemps en fait dans les musées, etc. Où à la base c'était des dessins, des croquis, ensuite ça a été de la photographie, ensuite ça a été du scan, voilà. Mais là le truc absolument génial, c'est que n'importe qui peut le faire maintenant. Évidemment, vous n'aurez pas la définition des scans 3D ou des vrais scanners qui sont utilisés par des professionnels, mais il vaut parfois mieux ça que rien. Parce que, je dis n'importe quoi, mais un tremblement de terre qui emporte une statue qui est plantée en haut d'une colline, il y a peut-être personne en fait qui a pensé à faire le scan de cet objet avant, et du coup là, n'importe qui va pouvoir le faire. Certes, d'une qualité vraiment moyenne, mais c'est toujours ça. Et du coup, je trouve ça plutôt cool. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur Scan the World, sur MyMiniFactory. Et puis si toutefois vous sentez l'âme d'un scanner 3D de vestiges du passé, n'hésitez pas à apporter votre contribution à ce projet-là. Moi je pense que je vais le faire aussi un petit peu parce que dans le coin, il y a des vestiges qui peuvent être intéressants. Et j'aime bien le concept. Et puis en plus, c'est un bon prétexte pour aller se balader et découvrir des trucs plutôt cool. Et voilà, on a une idée globale de ce à quoi ça peut ressembler. Donc vous avez vu, c'est vraiment très simple. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, attention, ce serait bien, il y a d'autres méthodes bien plus simples pour réaliser ces collines plates, etc. C'est évident. Mais voilà, ma démarche ici, c'était de vous montrer un autre chemin que vous pouvez prendre, qui peut vous donner des idées. Notamment, en fait, dès que vous allez faire de la sculpture de figurines ou de la pose de texture, en fait, si je voulais vous parler de ça, c'est aussi parce que moi, je m'en sers très très régulièrement. Dès que je vais faire des nouveaux bâtiments, j'aime bien changer un peu de type de sculpture de pierre, etc. Et en fait, ces étapes-là, alors maintenant que je maîtrise la sculpture 3D, que je progresse encore, mais que j'arrive correctement à utiliser tous les logiciels de sculpture 3D, j'arrive à dessiner des textures. Le seul truc, c'est que on en revient toujours un peu à la même chose, surtout quand on sculpte à la main. C'est très très dur quand on en a fait déjà, je vais vous dire n'importe quoi, mais je veux un mur de pierre, je veux en faire 20 différents, je vais en faire déjà 10 sans trop de problèmes majeurs sur ZBrush, sur Medium, etc. Mais au bout du 10e, je vais manquer d'inspiration en fait sur comment je peux le faire autrement pour que ce soit toujours un mur de pierre, mais qu'il ait quand même une gueule vraiment différente des autres. Parce que si c'est pour ajouter une fissure sur un truc, c'est un peu la blague, c'est pas le but. Et du coup, à cette étape-là, au moment où je commence à manquer un peu d'idées, en fait, je vais me balader, je récupère des objets que je regarde, je vous dis essentiellement des cailloux, des morceaux de tuiles, des branches, n'importe quoi en fait qui traîne, et je vais le scanner et ça va m'aider à créer de nouveaux trucs. Alors des fois c'est ce qu'on appelle des props ou des merde, j'ai bouffé le nom alors que c'est un mot que j'utilise très très souvent, mais des assets, voilà, donc des objets supplémentaires qui vont agrandir votre catalogue et vous aider dans certaines circonstances. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à partager sur le Discord vos expériences avec ce genre de méthode, c'est toujours intéressant à savoir, dans les commentaires également.
Et puis je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!